C'est démarrer. Donc, j'ai déjà créé un dossier sur mon bureau. Je vais ouvrir Android Studio. Et ce que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, c'est la comparaison entre une classe Java standard, comme on sait si bien le faire, et une classe Kotlin, le concept d'encapsulation en Kotlin, le concept d'héritage, le concept de polymorphisme, les interfaces. Donc, voyons si on peut digérer ça aujourd'hui et peut-être un petit exemple rapide de comment est-ce qu'en Kotlin, on peut faire quelque chose de simple, récupérer une référence des contrôles qui sont dans notre fichier de layout et peut-être naviguer d'une activité à l'autre, juste pour vous démontrer à quel point, même si c'est un nouveau langage, on reste toujours en terrain très, très, très connu. Et pourquoi est-ce que le fait qu'on ait passé quand même une bonne partie de notre cours en Java ne vous handicape pas du tout au niveau du Kotlin parce que vous allez voir, en réalité, là, si vous vous assoyez 3-4 jours, that's it, vous êtes fonctionnel en Kotlin. Si, évidemment, vous avez déjà une bonne base dans un autre langage orienté objet. Donc, je vais créer mon projet. Donc, dans une activité vide, next, démo 4 pour Kotlin. Je vais pointer dans le dossier prévu à cet effet sur mon bureau. Stop, juste ici, voilà. Et au lieu du Java, je vais y aller avec le Kotlin. Je vais continuer avec la version à moi qui est installée sur mon système. Allez-y avec la version de votre choix. Et un magnifique finish. Donc, déjà, dès la création de notre projet, on va constater à la fois des similitudes et des différences avec un projet Android Java standard. Donc, je vais juste laisser le compilateur finir de faire son travail. Ça ne devrait pas être trop long. Okay. Donc, pendant qu'il travaille, parce que je n'ai pas encore l'arborescence de projet qu'on veut ici, si on regarde tout simplement mon activité principale, déjà, on voit que l'activité principale s'appelle toujours Main Activity, mais que c'est un point KT pour Kotlin au lieu d'un point Java. Ça va, première différence. Quand je regarde à l'intérieur de cette activité, je vois que en Kotlin, tout comme en Java, on a toujours des packages. On importe toujours les mêmes librairies. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Kotlin est un langage qui se compile en bytecode Java. Donc, partout où le Java roule, donc c'est-à-dire sur le desktop, sur le mobile, mais aussi sur le web, vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire pour ceux qui sont dans le groupe 442, mais ceux qui sont dans le groupe 461 ont eu l'occasion de faire avec moi du Java Web côté serveur dans le cours d'application web. Donc, le Java permet de développer des applications web back-end comme le ASP MVC, le ASP Webform, en plus de permettre de développer des applications mobiles ou desktop. Mais bon, revenons-en à notre sujet. Donc, partout le Java roule, le Kotlin roule, parce que c'est le même code machine qui est généré lorsque on compile du code Kotlin. Donc, on voit des mots-clés qui nous sont familiers, des classes, des overrides, des super. Donc, on sait qu'il y aura une certaine similarité entre ces deux langages. La première chose que je vais faire, c'est essayer de vous démontrer que à l'intérieur d'une application Android codée en Kotlin, on est capable d'exploiter des classes Java, comme on sait déjà si bien en faire. Donc, regardez bien ce qui va se produire ici. Je vais aller sur mon projet New. Je pourrais créer une classe Kotlin, mais je vais commencer par créer une classe Java. Et allons-y avec, évidemment, Student. Donc, c'est la classe Student 1. Ça va? Donc, je vais me l'appeler Student Java parce qu'on va créer un Student, mais en Kotlin aussi tout à l'heure. Donc, Enter. Donc, on est dans le même environnement de travail, donc aucune surprise jusque-là. Et je vais y aller avec du Java pur ici. Donc, private
private string, c'est mon nom. Ensuite, private int âge. Et allons-y aussi avec le prénom. Donc, private string, prénom. Parfait. Donc, j'ai une classe Java et pour gagner du temps, je vais aller générer ici rapidement non seulement le constructeur, parfait. Donc, vous savez quoi? Je vais générer plusieurs constructeurs pour les besoins. Ici. Donc, un premier constructeur qui va prendre les 3 attributs. Je vais générer un deuxième constructeur qui va prendre, disons, 2 attributs et générons aussi un constructeur vide parce qu'on sait que c'est une bonne pratique de programmation. Un constructeur vide qui ne reçoit rien en paramètres, mais qui va donner des valeurs par défaut à tous nos attributs. Donc, non applicable. C'est non applicable et un âge de 0. Et rapidement, je vais générer aussi mes getter et mes setter. Oups. Generate. Donc, je vais générer des getters et des setters pour qui? Pour tout le monde. Parfait. Donc, ma classe est complète. Donc, jusque-là, rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est qu'on est dans un projet Kotlin, mais on a été capable de faire du code Java pur. Je vais aller dans mon activité maintenant et regarder ce qui va se passer. Donc, je suis dans une activité qui est en Kotlin. Donc, même si j'ai ici une classe Java, je ne peux pas me permettre de déclarer mon objet student Java comme je le ferais en Java. La preuve, si j'essaie de venir faire ici student Java, jusque-là, ça va bien. STG pour student Java égale new student Java et d'appeler par exemple le constructeur vide, mettre un point virgule, ben, on voit tout de suite que Android Studio n'est pas du tout content. Ce qui se passe ici en réalité, c'est que dans un projet Kotlin, je peux importer des classes Java que j'avais préalablement construites dans des projets Android codés en Java pour les exploiter. Je peux aussi créer des nouvelles classes Java et les utiliser, mais je dois utiliser la syntaxe Kotlin. Donc, dans le tutoriel que j'ai réalisé pour vous et que je vous ai distribué en début de semaine, je vous ai montré comment déclarer des variables en Kotlin. Un objet est une variable basée sur un type de données qui est une classe qu'on a conçue nous-mêmes. Donc, on déclarait des variables en Kotlin avec une de 2 options, le mot-clé val ou le mot-clé var. Ça va? Des mots avec lesquels vous êtes déjà familier. C'est le même concept dans la version 6.0 de JavaScript que vous utilisez dans le cours de Node, où vous avez le mot-clé var et le mot-clé let. Ça va? Est-ce qu'on peut me donner la différence entre ces 2 mots en Node quand j'utilise var versus quand j'utilise let? Parce qu'aux dernières nouvelles, vous avez un cours de Node. Donc, vous écrivez var et let au hasard? Let, c'est pour un objet et var, c'est juste pour une variable. Ben, une variable, un objet, tout est un objet en JavaScript en passant. Donc, var, c'est quand, attention à vos micros. Oui, Merlin, tu voulais répondre? Monsieur, je voulais répondre. À toi la parole. Oui, let, c'est une variable dont on peut c'est une variable locale.
let est une variable locale alors que var est une variable globale. Oui et non. Déjà en Node, quand vous utilisez var, vous n'avez pas nécessairement accès à de l'autocomplétion. Quand vous utilisez let, vous y avez accès. Quand vous y allez avec let, vous avez un objet qui est constant. Ça signifie que si vous essayez de réattribuer à cette valeur, le compilateur va générer une erreur. Alors qu'avec var, ben, on peut réattribuer une valeur à n'importe quel moment. L'autre différence, c'est que avec var, vous utilisez le côté non typé du JavaScript, alors qu'avec let, vous êtes obligé de déclarer le type de données avant l'utilisation. Donc, ça optimise, ça accélère l'exécution de votre application. Donc, le même concept est présent en Kotlin, où le mot-clé var me permet de déclarer une variable, donc quelque chose que je vais assigner qui va pouvoir varier par la suite, alors que le mot-clé, excusez-moi, val, me permet de déclarer une valeur, l'équivalent d'une constante, entre guillemets. Ça va? Quelque chose que je vais assigner une fois et qui ne pourra pas être modifié. Donc, si j'utilise val pour déclarer un objet, je pourrais modifier les attributs de ces objets à travers ces setters, mais je ne pourrais pas attribuer un nouvel objet attribuer. C'est ça, je ne pourrais pas réinitialiser cet objet avec une autre entité. Donc, c'est important de faire la différence. Mais déclarons notre fameux student Java, qui est une classe Java, mais que je vais instancier ici en Kotlin. Donc, je vais y aller avec val. Donc, val, je vais donner un nom de variable, stj, 2 points, ça va, 2 points, et ici, j'y vais avec le type de données, student Java égale student Java, et ici, ben, j'ai le choix des différents constructeurs, des 3 constructeurs. Donc, mon constructeur vide est soit le constructeur avec la string, le prénom et l'âge, ou soit le constructeur avec seulement la string et le prénom. Donc, ça, c'est une version possible. Pas besoin de point-virgule en Kotlin. Autre chose que j'aurais pu faire, j'aurais pu écrire val stj, je vais faire stj1 égale student Java. Donc là, vous allez me dire, mais quelle est la différence entre la ligne 13 et la ligne 14? C'est quelque chose qu'on a expliqué dans le tutoriel sur les bases du Kotlin, où cette ligne-ci et cette ligne-ci font exactement la même chose en réalité. Où le mot-clé val qu'il y a ici, ou ici, en fait, agit un peu comme le mot-clé var dans le langage C#, où ça reste un langage typé, mais le compilateur va évaluer quel est le type de données qu'il y a de ce côté-ci et va faire un cast de cette variable en le bon type. Donc, au type student Java. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Oui, oui, ça va. C'est bon. Oui, ça va. Donc, quand on veut y aller rapidement, beaucoup de développeurs utilisent cette syntaxe-ci, moi y compris, mais pour des raisons pédagogiques, quand je fais des vidéos, quand je l'enseigne, j'aime bien utiliser cette syntaxe-ci parce que ça permet de s'assurer que l'étudiant ou l'apprenant est bien conscient de quel est le type de données qu'il est en train de créer. Alors que ici, ça peut sembler magique. Donc, peu importe la syntaxe que j'utilise, parce que je pourrais y aller aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, avec var, stj égale student Java. Excusez-moi. Oui, var stj1, ça va, égale student Java. Maintenant, regardez ce qui va suivre. Donc, si je prends stj1 et je le mets égal à stj, ça va?
il ne semble pas y avoir de problème. Si je prends STJ et je le mets égal à STJ1, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il y a un problème? On l'a dit tout à l'heure, mais je veux être sûr que le concept est bien fixé dans votre esprit avant de continuer. Pourtant, STJ et STJ1 sont tous les deux des variables de type student Java. Donc, pourquoi est-ce que dans un cas, je peux prendre un student et le mettre euh, dans, euh, dans son collègue de classe et dans l'autre cas, je ne suis pas capable? Parce que c'est une constante STJ. Exactement. Donc, ici, on a déclaré val. Donc, c'est un objet constant. Les attributs à l'intérieur de l'objet peuvent être modifiés, comme on va le voir dans quelques secondes, mais l'objet lui-même pointe toujours au même endroit en mémoire. Alors que cette variable-ci, c'est un autre objet, donc c'est un autre endroit en mémoire. Donc, quand je fais ceci, je suis en train d'essayer de dire que cet objet doit pointer vers un nouvel emplacement, ce qui est interdit puisque c'est un objet constant. Ça va? Alors que ici, var, c'est un objet variable, donc on dit mutable. Il peut muter dans le temps, donc il peut être réassigné une nouvelle adresse mémoire, il peut pointer à un nouvel endroit. Donc c'est très, très important comme concept. C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, je vais garder val. Et la bonne pratique en Kotlin veut que pour nos objets, le plus souvent possible, à moins qu'on ait une raison spécifique d'utiliser var, on utilise val pour déclarer nos variables. Donc, si je fais stj point, vous remarquez pas quelque chose de bizarre dans la fenêtre d'autocomplétion qui s'affiche? On arrive à accéder vers les variables de la classe student Java. En fait, ce qui se passe ici, regardez ce qui est écrit. Âge, nom, prénom. Pour âge, nom et prénom, si je vais voir ma classe, elles sont privées. Et je n'ai aucune propriété, aucun getter, aucun setter qui s'appelle âge, nom ou prénom. J'ai plutôt get nom, set nom, get prénom, set prénom. Donc, ce que le Kotlin fait pour nous, c'est que le Kotlin regarde les getters et les setters qu'il y a dans notre classe Java et génère automatiquement des propriétés pour nous. Des propriétés avec des getters et des setters. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit que âge peut être utilisé comme getAge et que âge peut être aussi utilisé comme setAge. Ce qui ne m'empêche pas, si je veux vraiment d'écrire getAge. Ça va être reconnu, ça va fonctionner. Mais à la base, tout ce que j'ai à faire, c'est âge égale mettre 34 si je veux modifier l'âge. Donc ça s'appelle automatiquement setAge. Ou encore, si je viens faire ici val a égale stj.age, ben, cette fois-ci, c'est le getter qui est appelé et qui va me retourner un integer qui est l'âge actuel de mon objet. Ça va pour ça? Oui. Donc, Oui. Première découverte, oui, dans un projet Kotlin, je peux utiliser une classe Java à l'intérieur du code Kotlin. Ça veut dire que vos async tasks, par exemple, avec lesquels je vous fatigue là, depuis le cours de Mobile 2, qui vous permettent de parler à des scripts PHP, ben, on ne serait pas obligé de les réécrire si on voulait migrer notre application en Kotlin. On pourrait prendre notre classe async task telle qu'elle, venir la placer dans un projet Kotlin et on pourrait exploiter ces méthodes. Et c'est vrai pour n'importe quelle classe Java que vous avez créée avec moi dans le cadre d'un projet Android jusqu'en date d'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Ouais. Parfait. Donc, on peut faire aussi l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vais me débarrasser de ceci. Et
Oui. Ah, j'ai enlevé une accolade de trop. Donc, j'ai créé une classe Java et je l'ai utilisée dans du code Kotlin. Laissez-moi créer une classe Kotlin maintenant. Et la classe Kotlin que je vais créer, laissez-moi juste élaguer un peu ma classe Java. Je vais me débarrasser de ceci et je vais me débarrasser de ceci. Donc, j'ai une classe Java qui a 3 attributs, un constructeur qui ramasse les 3 attributs et des getters-setters. Et la légende urbaine, qui n'est pas une légende urbaine, c'est vrai jusqu'à un certain point que le Kotlin fait beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire en beaucoup moins de lignes de code, ce que bon, je vais reformuler. On peut écrire en Kotlin, en beaucoup moins de lignes de code, quelque chose qui prendrait beaucoup plus de lignes de code en Java. En général, ça va. Et je dis que c'est une légende urbaine. Pourquoi? Ben, je vais coder. On va avoir l'impression que la petite ligne de code du Kotlin a généré la même chose que tout le code qu'on a fait en Java dans la classe, mais petit à petit, on va se rendre compte que c'est un raccourci qui peut être intéressant dans certaines situations, mais que si on veut vraiment le contrôle total, ben, ça nous ramène à une classe ou un code Kotlin qui n'est pas si loin que ça du code Java. Bref, je vais arrêter de bavarder. Une image vaut 1000 mots, codons. Donc, je vais venir ici et new Kotlin file. Et je vais appeler ça student Kot pour Kotlin. Donc, on m'ouvre une feuille vide. Ma classe student Java avait .java, ma classe student Kotlin a .kotlin. Donc, allons-y. C'est une classe. Donc, classe. En passant, tout est public par défaut en Kotlin. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire public class. Ma classe est publique par défaut. Ma classe va s'appeler student Kot. C'est super. Et ma classe, je veux qu'elle reçoive, c'était nom, prénom et âge, si je ne me trompe pas. Donc, regardez bien. Val, nom, 2 points de type string. Et une string en Kotlin comme en Java, ça prend un S majuscule, virgule, val, val, prénom, 2 points, string, virgule, âge, 2 points, de type integer. Integer avec un I majuscule. Mes chers amis, ma classe est terminée, entre guillemets. Je n'ai pas fait de getter, je n'ai pas fait de setter, je n'ai pas vraiment fait de constructeur, mais regardez bien. Je vais retourner dans mon activité principale et je vais, bon, on va effacer ceci. On a prouvé que ça ne marchait pas. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire un val ou var. ST1, encore une fois, 2 points. J'ai student Java et student Kotlin, donc je vais prendre student Kotlin, et égal student Kotlin. Remarquez que le mot-clé new, on n'en a pas besoin ici, hein, parce que par défaut, quand on donne le nom d'une classe suivi des parenthèses, c'est parce qu'on appelle son constructeur. Et moi ici, j'ai des informations à passer. J'ai le nom, j'ai le prénom et j'ai l'âge. Donc, allons-y. On a le nom, donc Toto. On a le prénom, Tata. Et on a quoi? On a l'âge. Donc, disons 25. Voilà. ST1, point. Nom, prénom, âge. Et si on regarde les autres méthodes dont on hérite automatiquement, parce qu'en Kotlin, tout comme en Java, tout le monde hérite de system.object. Donc, tout ce qu'on n'a pas créé et qu'on voit ici, ben, on l'hérite de notre parent commun. Donc, la seule différence, c'est que quand je regarde ici, je ne vois pas
get âge, set âge, get nom, get prénom, set prénom, mais on dirait bien que tout ce code, excusez-moi, on dirait bien que tout ce code Java ici, j'ai combien de lignes? J'en ai 41, est équivalent à ce petit code Kotlin. Ça a l'air magnifique, non? Oui. Et d'ailleurs, ça l'est, jusqu'à ce qu'on commence à creuser un peu plus. J'ai dit tout à l'heure que tout était public en Kotlin. Ça veut dire que ben, les paramètres que je passe ici, en réalité, le nom, le prénom et l'âge, par défaut, ils vont être publics à l'intérieur de ma classe Student Code. C'est ce que ça veut dire. Sauf que Val, on a discuté un peu de Val tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait, Val? Ça me permet d'initialiser, donc de donner une valeur de départ, mais après ça, cette valeur, elle ne peut plus être modifiée. Regardez bien. st1 point âge égale 30. Mon compilateur, il ne veut pas. Pourtant, si je viens ici et je fais val a égale st1.âge, mon compilateur, il veut. Donc, cette syntaxe abrégée nous permet de créer une classe, c'est vrai. Les paramètres qu'on déclare ici sont des attributs de notre classe, c'est vrai. Ces attributs sont publics, c'est vrai. Mais si on utilise le mot-clé val pour chacun des attributs, ce qu'on obtient en réalité, ce sont des getters pour chacun de ces attributs, mais on n'a pas de setter. Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Oui, oui. Oui, monsieur. Si jamais je voulais avoir des setters, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est assez simple en réalité. Il faudrait que je vienne ici et que je fasse var. Et je n'ai pas obligé de mettre var à tout le monde. Mais pour mon exemple, vous savez quoi? Je vais laisser val ici et je vais changer l'âge pour var parce que c'est avec l'âge qu'on faisait nos expérimentations. Regardez, l'erreur a disparu dans mon activité principale. Donc maintenant, parce que j'ai mis var, var permet d'initialiser et de modifier par la suite. Donc, parce que j'ai mis var dans le constructeur, et on appelle ça en Kotlin, cette partie-là, on appelle ça le constructeur primaire parce qu'on va voir qu'on peut avoir des constructeurs secondaires. Donc, Omar, j'arrive à toi dans quelques secondes. Donc, parce que j'ai mis var sur l'attribut âge, ben, ça me génère automatiquement des getters et des setters pour l'âge. Alors que présentement, pour le nom, si j'y vais avec le nom, st1 point nom. Donc, le compilateur est content, donc on en conclut qu'on a notre getter. Par contre, st1.nom égale tout, le compilateur n'est pas content, on n'a pas notre setter. Omar. Oui, alors ma question c'était, est-ce que c'est possible d'écrire seulement sans lire les données? D'écrire sans lire les données, qu'est-ce que Ouais. tu veux dire? Là, on peut faire val pour ne pas écrire et lire la variable, lire l'attribut. Et encore, il y a var pour écrire et lire. Mais est-ce qu'on peut genre faire un setter sans getter? Oui, j'y arrive en réalité. Donc, c'est juste pour contredire ce que j'ai appelé la légende urbaine. Vous savez, chaque fois que vous apprenez un nouveau langage, les adorateurs de ce langage vont vous donner tous les points positifs et vous dire que tel langage est meilleur que tous les autres pour telle et telle raison. Le Kotlin est très puissant. Le Kotlin amène beaucoup de nouveautés intéressantes par rapport au
JavaScript, par rapport au Java, par rapport au C#, par rapport au Python, par rapport au PHP. C'est normal, c'est un nouveau langage. Donc, d'observer qu'est-ce qui existe, d'améliorer les faiblesses de certains de ces langages-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il résout tout et ça ne veut pas dire qu'il surclasse tout. Donc, une des légendes urbaines qu'on entend souvent, c'est que, en quelques lignes de coding, on peut faire ce qu'on faisait en Java en 20 lignes. Et l'exemple parfait, c'est ce que je viens de montrer. Donc, voici une classe complète avec des getters et des setters. Et en une ligne, en réalité, si je viens mettre, en une ligne, si je viens mettre var partout ici, var, var, c'est vrai que maintenant, ma classe Student Code fait vraiment, grosso modo, la même chose que toute la classe Java qui est ici. Je dis grosso modo pourquoi? Parce que ici en Java, bien, get non, set non. On les déclare presque toujours comme ça va, sans mettre beaucoup plus de code à l'intérieur. Mais je crois que je vous ai déjà dit à tous ici à quelques reprises quelle était la vraie raison d'être d'un getter et quelle était la vraie raison d'être d'un setter. De la manière dont ils sont écrits présentement, ceux que j'ai mis en surbrillance, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Non. Pas du tout. J'aurais pu tout autant mettre des propriétés, des attributs publics, ça aurait fait la même job. Donc, le but d'un setter, d'un getter, normalement, c'est qu'au lieu de juste retourner le nom, ici à l'intérieur, on devrait faire du formatage. Et l'exemple que je donne souvent, c'est si vous prenez mon nom, Fernand Bicatal Bitonnier, mais dépendamment de qui me parle, si on me demande mon nom, je vais dire Tonnier. D'autres fois, je vais dire Bitonnier. D'autres fois, je vais seulement dire Tonnier. Pourtant, dans l'attribut nom qui est à l'intérieur de moi, c'est Bicatal Bitonnier qui est écrit. Mais je choisis de quelle manière j'affiche ces informations aux gens qui me la demandent. Un autre exemple, si j'affiche ici sur mon ordinateur l'heure qui est là. Sur votre ordinateur, tout le monde voit mon calendrier avec l'heure? Oui. Donc, l'heure qui est là, dans votre ordinateur, elle est calculée en coup d'horloge en réalité, mais elle s'affiche de manière numérique. On pourrait aussi changer la configuration de mon ordinateur pour qu'elle s'affiche de manière analogique, avec l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures et l'aiguille des secondes. On s'entend sur le fait que peu importe comment je l'affiche, c'est exactement la même heure. Mais la manière dont je la présente, la manière dont je formate l'information est différente. Donc, mon code Java ici me permet de formater mon attribut nom, de le renvoyer. Mon setter ici me permet de valider l'information qu'on tente de mettre à l'intérieur de mon attribut nom avant de l'accepter. Évidemment, ce n'est pas fait ici parce qu'on l'a généré automatiquement. Mais ici, où est-ce que je peux faire ce formatage et cette validation? Si j'utilise cette syntaxe raccourcie, je n'ai pas cette option. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut rajouter dans le code pour avoir cette option. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Parfait. Okay. Donc, avant d'arriver au getter, au setter, parce que c'était dans mon plan de match, rappelle-moi tout à l'heure, Omar, avant que j'oublie, j'avais tout à l'heure dans ma classe Java plusieurs constructeurs. D'ailleurs, laissez-moi recréer celui que j'ai effacé. Donc, j'avais ceci, par exemple. Donc, on a tout ça, ces deux-là, on va ambitionner. Je vais aller chercher, tiens, juste le nom et je veux aussi un constructeur vide. Pour mon constructeur vide, je vais prendre ça comme tout à l'heure. Je vais le coller ici. On ne reçoit rien et non applicable. Non applicable.
Pardon. Donc, non applicable. Ici, ici, mettons un an. Donc, j'ai une classe ici avec 1, 2, 3, 4 constructeurs différents. Et je sais que je peux appeler cette classe Java dans mon code de Kotlin ici sans problème. Et les 4 constructeurs vont être disponibles. Mais ma classe Kotlin qui se trouve ici, je fais comment, moi, si je veux créer un étudiant seulement basé sur son nom, ou seulement basé sur son nom et son prénom, ou seulement basé sur son nom, son prénom et son âge. On a un problème présentement. Il y a une solution, mais ça nous demande de rajouter du code. Donc, ce n'est pas si magique que ça. Si on veut vraiment s'approcher de ce que le Java fait, on est obligé de rajouter du code à ce raccourci. Mais si on veut seulement une boîte qui nous permet de stocker un nom, un prénom, un âge et de pouvoir dire que c'est un étudiant, ceci est effectivement plus rapide que le Java. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me rajouter des accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, je vais faire la chose suivante. Constructor. J'ai peur de poser la question. 4.4.2, vous avez démarré votre cours de PHP orienté objet? Non, toujours pas. Et on vous a proposé quoi comme solution? Aucune. Vas-y. Pour vendredi. Et il va finir. Ok, Aucune idée. D'accord, vous allez sûrement le continuer après le 9, comme on est à distance. Ok. Donc, pourquoi je parlais du PHP, c'est parce que le mot-clé construct, ben, il existe en PHP aussi. Et ben, en fait, en PHP, c'est constructor underscore underscore. Et là, on ouvre les parenthèses pour donner les paramètres qu'on veut envoyer au constructeur de notre classe PHP. Mais ici, regardez ce qui va se passer. Donc, moi, j'aimerais être capable de créer un student code avec les 3 informations qui sont ici, mais j'aimerais aussi être capable d'en créer un sans lui passer d'informations. Donc, si je me trouve dans ce cas de figure, ce que je vais faire, je vais l'écrire et je vais l'expliquer par la suite. Donnez-moi juste une seconde. Donc, nom, prénom, âge. Ah, ok, pardon, excusez-moi, c'est moi qui... 2 secondes. Donc, je vais aller comme ceci. Donc, je suis bien niaiseux. C'est, vous savez, quand j'ai quelque chose de nouveau à vous montrer, je m'excite et tout, et puis je commence à faire des niaiseries. Donc, le nom par défaut, allons-y avec tout. Donc, je vais l'écrire, ensuite, je vais l'expliquer. Donc, ensuite, on a un prénom qui serait, par exemple, Titi, et on a 20 ans. Donc, ce que je viens de faire ici, voici mon constructeur primaire. Ça va, c'est celui qui est appelé par défaut. Et je peux maintenant venir créer à l'intérieur des accolades autant de constructeurs secondaires que je veux. Donc, ici, je suis en train de créer un constructeur vide. Et je dis que quand on appelle le constructeur vide sur un objet de type student code, ben, le nom par défaut va être Tatou. Le prénom par défaut va être Titi et l'âge par défaut va être 20. En fait, si je voulais faire un exemple qui est pareil à ma classe Java, j'aurais dû mettre NA, NA et 1, ce que je vais faire. Parce que je veux montrer comment est-ce qu'on arriverait au même équivalent dans les 2 langages. Donc, je vais faire ceci, cela, et je vais mettre un magnifique 1. Je vais retourner dans mon activité et donc, on a déjà un étudiant ici qu'on a créé avec le constructeur qui prend les 3 paramètres, le constructeur primaire. Allons-y avec un de nos constructeurs secondaires. Je vais créer un deuxième objet. Donc, val st2
Bon, ça va être long à écrire. Je vais y aller comme ceci. Donc, non, je ne vais pas être paresseux. Je vais vous donner le bon exemple. Code. Et ici, regardez bien, voilà, j'ai maintenant un constructeur sans paramètres qui va appeler quoi? Quand je vais appeler le constructeur sans paramètres ici, il va appeler par défaut le constructeur de mon parent, qui est celui-ci. Et le constructeur de mon parent définit 3 attributs de notre classe qui vont être initialisés. Donc, j'appelle, comme je l'ai dit, et ici c'est un 2 points, excusez-moi, j'ai mes habitudes de Java. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre un point d'arrêt ici et on va exécuter. Et on va aller vérifier que dans le cas de la ligne 11, notre objet ST1 aura bien Toto, Tata et 25 comme valeur, alors que notre objet de type ST2 aura bel et bien non applicable et 1 comme valeur. Donc, je vais lancer le tout en mode debug. Et attendons quelques instants que ça compile. Ça ne devrait pas être trop long. Donc, pendant que ça tourne, juste pour ne pas rester silencieux, cette ligne de code, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quel autre langage? JavaScript. Ça me rappelle JSON. Bon, l'idée ici, c'est que ce qu'on est en train de faire, là, on est en train, à partir d'un constructeur, on est en train d'en appeler un autre. C'est pas encore de l'héritage, mais ça ressemble étrangement à ce qu'on faisait en C#, quand on faisait 2 points base, par exemple. C'est comme super? C'est pas super, parce que super, c'est de l'héritage. On n'a pas de parents ici, on est toujours dans la même classe. Mais c'est une syntaxe qui est empruntée au C#. Ou au C#, on faisait 2 points base et on pouvait avoir les différentes surcharges de notre constructeur dans les parenthèses du base. Hein. Donc, comme je dis, le Kotlin a pris les syntaxes les plus populaires ou les plus efficaces de différents langages. Et on arrivera sur l'héritage tout à l'heure. Notre application roule, magnifique. Retournons dans notre activité principale. Parfait. Donc, on est coincé à cette ligne présentement. Donc, si je fais un step over et que je vais regarder mon ami ST1, pas trop de surprise, il est initialisé avec ce qu'il devait avoir. Regardez maintenant ST2. Donc, si on va voir ST2, il est initialisé avec ce qu'il doit avoir. Donc, et là, j'ai un constructeur primaire et un constructeur secondaire. Mais si je voulais avoir le même résultat qu'ici en Java, ben, donc là, j'ai fait mon constructeur vide. Il me faudrait aussi 2 autres constructeurs secondaires, un avec le nom et le prénom et l'autre seulement avec le nom. Donc, faisons-le pour compléter la discussion. Donc, je vais récupérer ceci, ça. Et on va venir le mettre ici. Et moi, je connais le nom et le prénom. Donc, dans un constructeur secondaire, on ne va pas redéfinir l'attribut nom et l'attribut prénom. Je ne vais pas remettre var, ça va? Mais je vais remettre par contre que je veux le nom et que le nom doit être une string. Je vais remettre que je veux le prénom et que le prénom doit être une string. Et ici, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer le nom. Donc, quel nom? Le nom qu'on va récupérer ici. Et on va passer une autre string, le prénom. Quel prénom? Le prénom qu'on va récupérer ici. Et ben, pour l'âge, ce constructeur-là n'en a pas. Donc, on va encore une fois fixer un âge par défaut. Et la troisième version, si je veux être équivalent avec ce qu'on a fait dans notre classe Java qui a 4 constructeurs, donc un qui prend tout,
un qui ne prend rien, un qui prend deux éléments et un qui prend un seul élément, le un seul élément étant le nom. Donc, je vais venir ici, voilà, je vais me débarrasser de ceci et je vais donc devoir fournir une valeur par défaut pour le nom et l'âge. Donc, si je retourne maintenant dans mon code et que je recommence, juste ici, allô? Voilà, je vois que j'ai 4 versions différentes de ce constructeur, de constructeur pour cette classe. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Oui. Donc, OK. Une autre chose intéressante dont on ne se rend pas compte tout de suite qu'on commence à faire du Kotlin, si je vais dans ma classe Java, que ce soit celui-ci, 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 ou même encore celui-ci, ben, à la base, on fait des initialisations, c'est vrai. Mais je peux aussi faire du traitement. Qu'est-ce que je veux dire par je peux faire du traitement? Qu'est-ce qui m'empêche de venir faire ça? Il n'y a absolument rien qui m'empêche de venir faire ça. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais. Je vais faire ça où dans ma classe Kotlin? Donc, en Kotlin, ce qui se passe, c'est que on a une fonction spéciale qui s'appelle init, qui existe aussi dans certains frameworks JavaScript, là, comme l'Angular ou le React, qui, grâce au TypeScript, ont rajouté des syntaxes très, très orientées objets. En fait, j'espère que vous êtes en train de vous rendre compte que les syntaxes que vous avez sûrement appris ou que vous êtes en train d'apprendre en Node, en React, en Angular, qui utilisent le TypeScript, ont plus ou moins les mêmes mots-clés et la même allure que plusieurs des choses qu'on fait ici en Kotlin. Parce que tous ces nouveaux langages sont nés à la même époque, donc utilisent les mêmes tendances. Donc, ça devient très facile, en fait, de se familiariser à tous ces langages parce qu'ils se ressemblent tous. Dans mon bloc init, ben, je suis capable de faire quoi? Je suis capable de faire de l'initialisation. Donc, je peux faire this.this qui fait référence à l'objet, nom, ben, égale quoi? This.nom plus this.nom, par exemple. Ou je pourrais faire encore mieux. Je pourrais dire que ici, on a déjà prouvé que ce sont des attributs de ma classe, mais c'est des attributs publics. Et en mettant var, ben, on n'a pas besoin de getter et setter parce qu'ils sont accessibles automatiquement. Ils sont accessibles directement. Mais si j'avais un attribut privé, donc si je viens ici, par exemple, et je fais, donc je vais écrire var, tiens, pays. Hein, pays de type string. Parfait. On voit que Android Studio n'est pas content. Il me dit que cette variable a absolument besoin d'être initialisée. OK. Donc, regardez. This.pays égale. Vous voyez, le rouge a disparu. Égale CMR pour Cameroun. Donc, voilà à quoi sert le bloc d'initialisation. Là, je l'ai initialisé avec une string random, mais j'aurais pu récupérer une combinaison d'informations ici en haut pour venir initialiser un attribut quelconque. Ça va? Tout le monde comprend à quoi sert le bloc init? Oui. Ouais, Donc, super. Et la variable qui est là en passant, j'ai mis var pays, je n'ai mis ni public ni private dedans. Et j'ai dit tout à l'heure que par défaut, tout est public en Kotlin. Donc, si je fais st1 point, regardez, pays a aussi apparu. Et pays va être accessible en lecture et en écriture. Ça va?
Donc, moi, j'aime bien avoir le contrôle sur tout ce que je fais en programmation. Ça, ce sont des beaux raccourcis. Mais si je voulais vraiment contrôler le format selon lequel je présente mon information, et si je voulais contrôler le format que j'accepte lorsqu'on veut modifier mon information, ben, je ne peux pas laisser ma classe student code codée comme elle est présentement. Donc, on va la modifier une autre fois. Et en la modifiant, on va se rapprocher encore de ce qu'on connaît du Java. Ça va? Oui.